Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire Élargir nos horizons et nos publics. Donc, c'est un webinaire qui a été organisé dans le cadre du groupe de travail Écologie populaire de France Nature Environnement Île-de-France. Que je co-anime avec Muriel Martin-Dupré juste ici. On va avoir quatre présentations entrecoupées d'un temps de questions-réponses au milieu et puis à la fin. Vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, le but, c'est d'avoir des échanges aussi sur comment mieux prendre en compte tous les enjeux sociaux dans nos activités et puis élargir nos publics. Je vais laisser Muriel dire quelques mots et puis on pourra commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Muriel Martin-Dupré, coprésidente de FNE Île-de-France. On a eu notre assemblée générale samedi dernier et donc on a pu débattre de nos projets 2025 et on a eu l'occasion, avec Luc Blanchard, mon coprésident, de réinsister sur l'enjeu fondamental que représente pour nous le fait d'élargir nos publics, de gagner de nouveaux publics et de mieux partager les valeurs et les sujets qui nous animent avec des publics qui, pour le moment, sont tout à fait éloignés de nos questions. Pour différentes raisons, hein, on a pu aborder là au cours des précédentes réunions du groupe de travail écologie populaire. Et on mesure les difficultés, je ne le cache pas, au sein de notre réseau parce que nos associations sont sur des priorités déjà anciennes liées à la défense d'un site, à la lutte contre un projet écocide, des pollutions, etc. Et c'est pour nos bénévoles souvent, même s'ils sont préoccupés à titre personnel sur l'ampleur des disparités territoriales et la convergence d'un certain nombre de phénomènes qui font que des publics sont à la fois éloignés de nos questions et soumis à des injustices sociales et environnementales au quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité aujourd'hui inviter nos collègues de différentes fédérations, mais aussi d'autres associations qui nous rejoignent, pour entendre les points de vue d'un certain nombre d'organismes ou d'associations ou de professionnels qui peuvent nous aider concrètement à essayer d'amener ces sujets au cœur des préoccupations de nos associations, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je le souligne, donc c'est un enjeu pour nous et une action volontariste sur laquelle on va persévérer pour voir, pour démarrer avec ceux de nos collègues qui ont compris l'enjeu et pour concrétiser et inscrire dans des actions concrètes, très concrètes sur le terrain, les enjeux dont nous parlons. Voilà, donc on va commencer par Métropop et on va laisser nos collègues se présenter brièvement. J'insiste pour le fait que on aille très rapidement dans des déclinaisons possibles sur le terrain chez nous et donc nos collègues qui interviennent aujourd'hui puissent préciser les offres de services qu'ils peuvent faire à nos associations pour pouvoir enclencher des dynamiques parce que, vous le savez bien, c'est sur le terrain que se passent les choses et pas au niveau de la fédération régionale, même si on est très présent en accompagnement. Voilà, bon webinaire à tous et on passe tout de suite la parole à, À Julien. à Julien. Voilà. Normalement, vous avez la main pour partager votre PowerPoint. D'accord. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Euh,
Donc moi, je suis Julien Neyertz, cofondateur de l'association Métropop. Et nous, on s'est créé il y a une quinzaine d'années. On est une association d'éducation populaire avec euh, deux, deux interrogations. Ça ne fonctionne pas. Attendez. Donc, là, j'arrive pas à le faire passer. Tac. Voilà. Excusez-moi pour les petits soucis techniques. Nous, on avait deux préoccupations principales quand on a créé l'association. C'était d'essayer de comprendre d'où viennent ces images mentales qui sont associées à la banlieue, en particulier cette question du stigmate et associée à ces quartiers populaires, et comment se sont construites ces représentations. Et pour comprendre un petit peu les stéréotypes qui sont associés à la banlieue et au quartier, il est important de faire appel au temps long de l'histoire socio-urbaine de ces quartiers. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, pour essayer de déconstruire un petit peu l'ensemble de ces représentations. Parce que ces représentations de la banlieue, elles datent pas d'hier. En réalité, dès le 19e siècle, on a une vision de la banlieue qui sert un peu de dépotoir à la ville-centre, en particulier Paris, hein, puisque c'est là qu'on y place toutes les usines polluantes, mais aussi les cimetières, les asiles, les casernes et l'habitat populaire un petit peu plus tard, qui est contrebalancé aussi par l'image d'une banlieue bucolique, hein, c'est les bords de Marne, voilà, qui sont en miroir de cette banlieue dépotoir. Mais dès cette époque-là, la banlieue est vue comme cette espèce de déversoir très pollué en contrepoint de la ville-centre. La deuxième période qui vient, c'est celle de l'après-guerre, où là, on a d'abord, avec la construction des grands ensembles, la construction d'un imaginaire autour de la banlieue espoir, parce que c'est un habitat moderne, c'est un habitat avec de nouvelles fonctionnalités, et on y voit, pour toutes les populations qui vivent dans les taudis, dans les bidonvilles, etc., une nouvelle modernité. Euh, mais très vite, ça va mal tourner cette histoire. Et dans le cinéma, on le voit en particulier. Nous, on a fait une analyse de l'ensemble des films depuis l'après-guerre. Et cette banlieue va assez vite être décriée comme banlieue dortoir, avec un certain nombre de pathologies, on va le voir après. Et puis, il y a j'ai envie de dire, une troisième période à partir des années 80. Ça va être cette banlieue migratoire qui là est plutôt le réservoir d'un peu tous les maux sociaux de notre société contemporaine. Là aussi, on va y revenir. Euh, voilà, donc la première figure qui se dégage de ces représentations, c'est celle du grand ensemble. Un grand ensemble qui est montré notamment dans tous les films du cinéma de cette époque comme étant immense, impersonnel, déshumanisante et avec tout un tas de pathologies sociales, en particulier la misère humaine, l'isolement, l'ennui et déjà la délinquance de la jeunesse. Et tout ça en contrepoint du vieux village d'antan et de ses convivialités, qu'on voit notamment dans un film comme Terrain vague de Marcel Carné en 1960, dont est extrait la photo, qui est un film très intéressant pour comprendre tout ça. Ensuite, la deuxième figure dont on a parlé, qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est dans ce rapport structuré du rapport centre-périphérie, la figure de l'autre jeune de banlieue qui vit dans un ailleurs sauvage, hein, on parle de sauvageon, etc. Ce sont ces zones de non-droit, les no-go zones, avec ces bandes, les rixes, les deals, la barbarie et maintenant le terrorisme. Bon, tout ça qui vient en permanence, que ce soit dans les œuvres artistiques. Là, on voit Bac Nord à gauche, et évidemment le film qui a vraiment structuré, cristallisé cette classe sociale pratiquement du jeune de banlieue qui a émergé dans les années 80-90, qui est le film La haine, qui crée vraiment voilà, un moment un peu charnière de la cristallisation de ces banlieues sauvages et du jeune de banlieue.
Tout ça versus évidemment le lieu de la norme et de la civilité supposée qui reste le centre-ville ou bien la banlieue pavillonnaire qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, y compris dans le cinéma. Alors, à quoi servent ces représentations des quartiers populaires? Elles servent à plusieurs choses. Elles servent d'abord dans tout ce cinéma et dans toutes ces œuvres artistiques de décor et de miroir des transformations sociales du XXe siècle. C'est-à-dire que tant du point de vue de la vie urbaine, du travail, de la famille, des relations aux institutions, euh, la banlieue permet de montrer l'évolution des relations sociales dans toute la société. C'est vrai encore aujourd'hui, quand on veut faire un film un peu social, on va le situer en banlieue des grandes villes. Deuxièmement, ces représentations, bah, elles servent à cristalliser des peurs, bien entendu, hein. C'est beaucoup plus utile, et y compris à des fins politiques, de savoir où se trouve le danger, où se trouvent les personnes qui peuvent être dangereuses pour l'ensemble de la société. Troisièmement, ces représentations et les stéréotypes qui vont avec, elles servent un peu d'inconscient collectif de la négativité qu'on a de manière un peu systématique parfois en France, hein, ce qu'on appelle le mal français, c'est-à-dire cette image assez dégradée que l'on peut avoir de nos capacités sociales. Je pense notamment à la capacité d'intégration, alors même que dans le temps long, on sait bien que les trajectoires résidentielles dans ces quartiers il y a énormément de mobilité, d'une part, et que dans le temps long, le creuset français migratoire, il parvient à intégrer chaque génération. Ça prend du temps, évidemment, mais ça fonctionne plutôt pas si mal, alors que le stigmate, lui, il est toujours bien présent. Euh, Par rapport à la question de l'écologie, bah, ce stéréotype, il est là aussi construit, hein. Donc, vrai ou faux, ça, je vous laisse la mesure des choses, mais ce qu'on voit apparaître, c'est l'argument du consumérisme versus une certaine sobriété carbone, ce goût démesuré pour la voiture, la moto versus le vélo et les modes doux. La pollution, les déchets, les garages qui sont eux aussi sauvages, l'indiscipline par rapport au tri versus l'attention aux autres, la propreté urbaine, etc. Les banlieusards sont aussi des gros consommateurs de plats transformés. D'ailleurs, ils sont très gros à cause de ça, hein. Ils ont des problèmes de santé versus évidemment une consommation plus raisonnable et raisonnée. La fin du mois versus la fin du monde, voilà cette préférence, etc., etc. Donc il y a tout un discours qui se déploie autour des quartiers populaires et de leur, on va dire, absence d'intérêt vis-à-vis de l'écologie ou d'irrespect vis-à-vis des questions écologiques. Alors nous, ce qu'on constate au niveau de Métropop à travers les différentes activités qu'on a pu avoir, c'est que euh, il y a nécessité de poser autrement les questions. Sur ces questions de sobriété, on a participé à une étude sur l'île Saint-Denis avec les quartiers en transition, et on se rend compte que ces habitants, cette classe des habitants en habitat social, elle est déjà sur des consommations très réduites et des productions de CO2 très réduites à 6 tonnes par rapport aux autres catégories qui étaient déjà à 9 ou 12. Voilà, donc bon, quand on est pauvre, il y a évidemment une sobriété presque par essence. Sur la question des consommations, là, moi j'ai accompagné beaucoup les enjeux de précarité alimentaire sur la ville de Goussainville. L'impact de la vie chère, il est terrible parce qu'il y a une dégradation des modes de consommation, y compris de la qualité des modes de consommation, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas d'offre alternative sur une ville comme Goussainville. J'habite à Aubervilliers, il y a peu d'offres également dans ces quartiers populaires. Pour ce qui est de la pollution, là, c'est l'étude GetUp qui le montre également. Les habitants des quartiers prioritaires sont les premiers exposés en termes de pollution de l'air, etc. Et donc, il y a d'autant plus de maladies et les habitants en sont très conscients. Et enfin, moi, je dirais qu'il y a un problème de définition par rapport à la question de l'écologie.
Euh, Là, c'est aussi les études qu'on a pu faire pour l'implantation d'une monnaie locale à pleine commune ou de la boucle alimentaire locale de Stein. Euh, L'écologie, c'est pas très bien compris en fait ce que c'est. Ça reste une abstraction. C'est associé pour des gens, y compris qui parlent pas forcément hyper bien le français, à l'économie ou la psychologie. Enfin, les gens voient pas forcément ce que c'est. Alors que si on parle d'alimentation, si on parle de santé des enfants, si on parle justement voilà, des enjeux de pollution dans les appartements, des passoires thermiques ou voilà, de choses comme ça, de choses très concrètes, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Bon, ça, c'est un petit peu les constats qu'on fait. Donc, peut-être trois choses pour voilà, si on veut travailler cette question de l'écologie dans les quartiers, mais mes collègues qui vont intervenir après sur les enjeux d'accompagnement vont en dire beaucoup plus, mais juste trois choses. Les thématiques du quotidien, ce qu'on peut comprendre et ce qui nous intéresse, exemple la santé par l'alimentation, ça c'est vraiment quelque chose qui est très mobilisateur. Deuxièmement, les situations de vécu, en faisant appel à l'histoire, y compris biographique des personnes, parce que des choses qui ne sont pas forcément très bien comprises par rapport aux enjeux du quartier ou de la France, etc., peuvent l'être par rapport par exemple, au pays d'origine. Voilà, sur la pollution des mers, des fleuves, des océans, etc. Alors que en quartier prioritaire, on n'a pas forcément la vision de ce que peut donner la pollution de la mer ou de l'océan, bah, parce que pour la simple et bonne raison, il y a pas ça devant les yeux. Ou pas toujours. Et puis la troisième chose, c'est évidemment d'associer la question socio-urbaine, et là, l'étude de l'association Get Up l'a très très bien montré également, les droits sociaux, les aménagements urbains, l'inclusion. Et donc faire appel à l'éducation populaire pour appuyer ces éléments-là. Ne pas oublier que la question sociale, elle est concomitante à la question des modes de vie et de l'écologie. Nous, on le voit notamment à travers le jeu métro démo. Quelque chose qui est très important en termes d'éducation populaire, c'est d'apprendre à agir. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est pas l'envie qui manque, c'est le savoir-faire pour prendre l'initiative et structurer une démarche de réponse. Et donc, on travaille avec ce jeu qu'on a créé Métro Démo pour donner les rudiments de l'action locale et c'est un jeu qu'on aimerait bien populariser, notamment sur les enjeux écologiques, peut-être avec vous. Voilà, je m'en arrête là. Ben, Et je merci. vais arrêter le partage. On enchaîne avec Ouais. d'autres questions. Merci beaucoup bah, de cette présentation des différents stéréotypes qui touchent les habitants des quartiers populaires. Donc, on va pouvoir enchaîner avec Parlons Climat et donc Damien Cohen qui va nous présenter un peu les différents rapports à l'écologie et comment justement bah, mieux parler à différents profils sociaux. Donc, Damien, tu peux Ouais, partager. merci beaucoup Clémentine. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire une présentation qui va venir un peu compléter ce qui vient d'être dit par Julien. On va parler d'abord, on va aborder justement cette question de comment on mobilise des nouveaux publics en faveur de la transition écologique sans parler uniquement hein, des quartiers pop, mais notamment en parlant des quartiers. Euh, D'où est-ce que je parle? Pardon, excusez-moi. Voilà. Je fais partie d'une organisation, enfin une association qui s'appelle Parlons Climat, qui s'est donné ce défi d'accroître, enfin de contribuer à augmenter le soutien de la population à la transition et à ces mesures. Nous, en fait, on part du constat qu'aujourd'hui, finalement, la transition écologique, c'est une préoccupation majeure pour 30%. Donc, il y a 70% des gens pour qui il y a encore du chemin à faire pour que la transition devienne davantage une préoccupation, pour qu'elle soit moins prise comme quelque chose qui est imposé d'en haut, par exemple. Partant de là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre métier, c'est d'essayer de comprendre les nouveaux publics pour nourrir des stratégies de communication.
On est persuadé que dans les 70% là, de personnes qui restent à convaincre, il y a plein de nouveaux publics potentiels pour les acteurs des transitions et qu'il faut connaître ces publics, qu'ils soient en quartier prioritaire de la ville, qu'ils soient en milieu rural, que ce soit des catholiques, que ce soit des agriculteurs. Enfin, il y a plein de publics différents qui entretiennent des relations, des rapports différents à l'écologie. Il faut les comprendre pour mieux adapter nos messages et sortir de nos bulles militantes, comme ça peut être parfois le cas. Euh, Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de deux points principaux. Comme on fait, voilà, pour venir soutenir cette question du rapport qu'entretient la population aux enjeux climat, nous, on produit beaucoup, voilà, d'études, que ce soit des sondages ou des entretiens. On fait beaucoup d'entretiens aussi avec des gens. On se documente beaucoup de la recherche en sciences sociales sur les questions d'écologie. Euh, et donc, on est en mesure de donner voilà, un rapide aperçu de où en est la préoccupation climatique aujourd'hui dans l'opinion, quels sont les freins, quels sont les leviers. Je vais vous présenter ça très rapidement en introduction, puis après vous parler un peu des enjeux de segmentation justement, quand on parle d'aller chercher de nouveaux publics, des enjeux de segmentation, donc essayer de comprendre qu'il n'y a pas qu'un grand public de Français, mais il y a bien des Français différents, dont il faut comprendre les valeurs, dont il faut comprendre les visions du monde, et donc les rapports à la transition pour mieux adapter son message. Trois points majeurs concernant le rapport des Français à la transition, aux enjeux de transition au sens très large, et ces trois points à avoir en tête quand on aborde nos sujets, c'est que l'existence du changement climatique, elle fait consensus. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas de remise en question forte du changement climatique. C'est quelque chose qui est accepté, notamment ses effets anthropiques. Il y a du climato-scepticisme, mais c'est pas majeur du tout, hein. C'est quelque chose que les gens voient dans leur réalité au quotidien, qu'ils éprouvent finalement au quotidien. En revanche, en termes d'impact, euh, on admet que ce changement climatique va avoir des impacts sur sa vie quotidienne, mais plutôt à l'horizon 50 ans que 10 ans. Euh, le petit chiffre intéressant à avoir en tête, c'est qu'il n'y a que 12% des Français qui considèrent enfin, qui ne sont pas inquiets du changement climatique. Donc, c'est quand même assez massif. À l'inverse, donc on a 88% de Français qui sont inquiets du changement climatique. En termes de responsabilité d'action, en fait, hein, qu'il faut mener pour faire face ce changement et donc pour engager là où les transitions, il y a beaucoup d'attentes qui pèsent sur l'État, avec cette considération qu'il est encore temps d'agir, mais que l'État ne fait pas encore assez hein, pour aller dans le sens des transitions. Il y a aussi voilà, une conception, ben, il y a une conception comment dire, qu'on a chacun un rôle à jouer à notre petite échelle. Pour autant, les actions concrètes à mettre en place restent souvent assez floues. Euh, D'étude en étude, on constate qu'il y a enfin, que beaucoup de personnes indiquent qu'elles ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour mettre en place la transition, que ce soit aller vers plus de voitures électriques, faire la rénovation de leurs bâtiments, etc. Et le dernier point pour introduire cette question du rapport des Français au climat, euh, ça reste donc une priorité importante, ce sujet de la transition écologique, de l'environnement au sens large. C'est quelque chose à prendre au sérieux par les pouvoirs publics. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des niveaux de priorité différents selon les populations, hein. Tout le monde n'aimait pas le climat comme priorité numéro un. Il y a d'autres priorités dans la vie que peuvent être le pouvoir d'achat, que peuvent être la santé. Pour d'autres personnes, la sécurité ou l'immigration sont des préoccupations plus importantes pour le climat. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le climat, l'environnement, c'est toujours dans le top 5 des grandes priorités des Français, si vous voulez. L'autre point important, et pour aussi aller à l'encontre du défaitisme ou ouais, la vision un peu défaitiste qu'on peut avoir parfois sur la politique climat, c'est que les politiques publiques climatiques sont quand même majoritairement acceptées. Le fameux backlash entre guillemets écologique, c'est quelque chose qui est très construit médiatiquement, mais qui dans les faits, dans l'opinion, on retrouve assez peu, hein. On a écrit un article sur le sujet qu'on a publié il y a 1 ou 2 semaines sur notre site. Je vous invite à aller le voir. Voilà, il n'y a pas de réel backlash écologique dans l'opinion. Euh, voilà. Les seuls points sur lesquels il y a des réticences, c'est quand on va aller toucher à des taxes et en fait, voilà, quand on va aller toucher vraiment aux questions de pouvoir d'achat. Tout ça pour dire que quand on parle de politique publique climatique, l'enjeu pour les Français, c'est l'équité, l'efficacité et l'accessibilité financière. Ça, c'est des points hyper importants à avoir en tête.
Voilà pour ce petit point rapide sur le rapport des Français au climat et aux solutions qu'il faut mettre en place pour y arriver. Ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, tout le monde ne pense pas de la même manière et que c'est intéressant, et c'est comme ça qu'on travaille chez Parlons Climat beaucoup. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des familles de valeurs dans l'opinion. Donc finalement, des regroupements de personnes qui, qu'on peut faire dans l'opinion et qui induisent des rapports différents à la transition. Quand on fait des sondages, quand on fait des études, quand on fait des entretiens, on pose un certain nombre de questions avant de poser nos questions de sondage ou d'entretien à nos répondants, et ça nous permet de les mettre dans des grandes catégories que Destin Commun, qui est un think tank avec lequel on travaille régulièrement, a identifié. Donc on en a six, hein, je ne vais pas revenir sur les six, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va retrouver tous les Français dans ces six catégories qui se définissent par leur sentiment d'appartenance, leur prédisposition à l'autorité, leur pessimisme, leur perception de menaces extérieures, leurs fondements moraux, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont six et que tous les six ont des visions assez différentes de la priorité climat. Tous ne mettent pas très très haut la priorité climat. On voit que vraiment c'est ça. Voilà, on a un groupe très engagé très engagé notamment dans des perspectives militantes sur les enjeux climat pour qui l'environnement est une priorité numéro un. Mais à l'inverse, on a un groupe très en retrait, les attentistes, pour qui le climat est une priorité numéro 7. Voilà. Donc avec voilà, tout ça pour dire qu'il y a des rapports assez différents. Et il y a aussi des rapports assez différents à ce qu'il faut faire entre ce qu'il faut faire et donc entre voilà, transformer nos modes de vie et changer notre système économique qui n'est pas compatible finalement avec l'enjeu environnemental. Euh, Tout ça, ça montre bien qu'on a des visions différentes du contexte et des solutions, enfin des actions, des solutions qu'il faut mettre en œuvre. Je ne vais pas vous décrire chacun de ces profils, je voulais revenir sur deux profils en particulier qui sont intéressants pour vous. Ce sont les stabilisateurs, parce que vous en avez certainement dans vos adhérents, et les laisser pour compte parce que c'est un public en jeu, entre guillemets, qu'on va retrouver notamment dans les quartiers populaires, mais aussi en milieu rural, dans pas mal d'endroits hein, de la population, mais qui sont une catégorie qui se définissent beaucoup par des difficultés financières assez importantes et qui donc ont un rapport particulier au climat parce que, bah, en fait, chez eux, ça représente, enfin, envers eux, la com climat représente un certain risque de backlash, justement. Hein. C'est chez eux qu'on va retrouver notamment une population qu'on pourrait un peu qualifier gilet jaune, si vous voulez. S'il y a un backlash écologique qui vient un jour, il viendrait plutôt de là. Et donc, c'est vraiment un public à considérer quand on essaie d'aborder les sujets environnementaux. Donc le premier, en quelques mots, hein, les stabilisateurs, ce sont des personnes qui sont très soucieux de la cohésion sociale et de ce fait qu'ils sont inquiets du climat social. Ils sont réticents à toute radicalité et défendent une forme d'harmonie collective. De ce fait, ils croient beaucoup au pouvoir d'agir et d'ailleurs, ils sont eux-mêmes très engagés, notamment au niveau local, donc euh, dans des assos, soit des assos écologistes, mais des assos de solidarité. Enfin voilà, c'est des gens qu'on peut retrouver sur des distributions, etc., etc. Euh, En cohérence avec ce que je viens de vous dire, c'est des gens aussi très empathiques et compassionnels qui savent plus privilégier que les autres, mais qui savent aussi, mais qui ont bien conscience que ça va pas être aussi facile pour leurs enfants. Donc ils sont aussi soucieux de ce qu'ils vont transmettre. En termes de valeurs, c'est des gens qui placent beaucoup d'importance dans le respect, notamment celui des aînés, la politesse, le civisme. Donc, c'est pas des gens très militants, mais c'est des gens engagés quand même. En termes d'indicateurs sociodémographiques, qui sont-ils si on doit regarder tranche d'âge, etc. C'est des gens un peu plus âgés que la moyenne, donc dans une tranche d'âge 50-64 ans, qui sont aussi, du fait qu'ils soient plus aisés, qui sont aussi plus propriétaires d'une maison individuelle. Euh, Leur engagement ne veut pas dire que c'est des gens forcément à gauche, hein, ou en tout cas qui se définissent forcément à gauche. De fait, ils ne se caractérisent pas vraiment par leurs convictions politiques. On va les retrouver d'un spectre assez large hein, de gauche, comment dire, de centre-gauche à droite, si vous voulez. Hein. C'est assez large, mais avec toujours un peu cette fibre sociale. De fait, ils s'intéressent beaucoup à la politique. En termes de rapport au climat, vous avez vu, hein, c'est une des familles de valeurs qui place le climat dans ses grandes priorités. Hein, c'est priorité numéro 3 pour eux. Intéressant de noter que euh, ils considèrent que notre modèle économique n'est pas compatible avec le changement climatique. Ils ne parlent pas de décroissance, mais ils ont bien conscience que
On a des ressources finies. Enfin, c'est des gens très informés, qui s'informent beaucoup, qui ont confiance dans les experts et les scientifiques, les journalistes, mais aussi leurs proches. Voilà. C'est, c'est des gens faciles à toucher, qu'on trouve finalement facilement dans nos entourages. L'autre profil, moins facile à appréhender, moins proche, comment dire, en termes des valeurs de la bulle militante, on va dire. C'est le profil laissé pour compte. Pourquoi laissés pour compte? Parce qu'ils se sentent laissés pour compte par la société. Ils considèrent que le pays va dans la mauvaise direction, hein, beaucoup plus que la moyenne. Donc vraiment une vision du monde teintée de pessimisme et de déclinisme. Leurs fondements moraux, c'est l'équité, l'ordre et l'autorité, mais aussi la justice, le civisme, la politesse, hein. C'est très important pour eux, ce côté, voilà, la politesse. Les gens ne sont plus polis, il faut remettre la politesse au centre. C'est un groupe qui subit aussi beaucoup, hein, ce qui lui arrive. Ils ont le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur leur vie. Et on dit souvent qu'ils se considèrent, enfin, un verbatim, enfin, une phrase un peu stéréotypée qui pourrait être dit par un lycée pour compte, c'est je suis ni assez riche ni assez pauvre pour avoir à profiter de ce que le système a à offrir. Donc, pas assez pauvre pour profiter des aides sociales, pas assez riche pour m'en sortir sans problème à chaque fin de mois. Enfin, c'est un groupe qui croit pas du tout enfin, comment dire, qui considère que c'est plutôt la chance qui permet de réussir, en fait, un peu par désillusion, si vous voulez, beaucoup plus que le travail et l'effort. Euh, de fait, c'est aussi un groupe en recherche de reconnaissance, parce qu'ils ont le sentiment d'être invisibilisés, justement, d'être dans une espèce de ventre mou de la société, euh, défavorisé, mais pas assez, justement, pour être un minimum aidé par l'État ou la société. Enfin, donc c'est un segment de la population un peu plus féminin que les autres, hein, sous-représenté dans les catégories socio-professionnelles supérieures, donc les professions libérales, les cadres, etc., les artisans, et sous-représenté chez les diplômés de l'enseignement supérieur aussi. Ce qui va aussi les distinguer, c'est aussi là qu'on va retrouver le plus de gens qui déclarent plus de difficultés financières en fin de mois. Voilà, donc qui sont de manière sociodémographique et en termes politiques, en termes d'intention de vote, ils sont plus nombreux à se déclarer Marine Le Pen, en tout cas en dernière présidentielle. Euh, mais c'est pas pour autant quelque chose qui teinte un sentiment d'appartenance politique. Ils se sentent ni à droite ni à gauche, d'une certaine manière, et on va aussi retrouver beaucoup d'abstentionnistes chez eux. Concernant les enjeux climat, et on va détailler un peu ça juste après parce que on a fait un travail spécifique sur les laissés pour compte. Le pouvoir d'achat, c'est ultra prioritaire pour eux. C'est pas pour autant que le climat n'est pas important, c'est juste moins prioritaire. Et on va le voir ensuite, hein, c'est des gens, chez les laissés pour compte, il y a des démarches, il y a une conscience des enjeux environnementaux, comme on a pu le voir d'ailleurs dans la présentation juste avant. Voilà. En termes de communication, c'est des gens qui vont être un peu difficiles à toucher parce que moins consommateurs de médias traditionnels, très à l'écoute, finalement, très perméables en leurs proches et aussi au discours de toutes sortes d'experts, mais aussi les experts farfelus qui vont diffuser des discours un peu complotistes, climato-sceptiques, etc. Euh, le changement que je voulais, voilà, pour détailler un peu plus cette famille qui me semble intéressante pour vous, c'est important de considérer, de voir que c'est pas parce que c'est pas la top priorité de climat, c'est pas parce que en fait c'est pas pour autant qu'il y a un rejet de l'existence du changement climatique. Elle existe, c'est une inquiétude. Ça fait consensus au sein des laissés pour compte, donc LPC pour aller plus vite. Et ça se traduit beaucoup dans les impacts locaux. Je suis allé à la montagne en vacances cet été. Quand on voit qu'il fait 25 degrés à 2000, c'est inquiétant. Ça, c'est quelqu'un qui nous a dit ça lors d'un entretien qu'on a mené je crois que c'était à l'hiver 2023. En revanche, l'attitude par rapport au changement climatique, c'est du défaitisme et du fatalisme. Parce qu'il y a ce sentiment de ne pas avoir vraiment la capacité d'agir. De toute façon, j'ai beau faire quoi que ce soit, c'est cuit, on n'y arrivera jamais. Tout ça, ça nous mène à nous interroger sur ce qu'il faut faire en fait par rapport à cette population. Et c'est un peu le cas, hein, par rapport à d'autres familles de valeurs, hein. Mais il y a ce côté donner l'envie d'agir et redonner surtout du pouvoir d'agir qui est hyper important, hein, quand on va vouloir s'adresser à ce public-là. En- Dans ces deux,
toujours pareil, hein, quand on va s'adresser à ce public-là, il y a trois points aussi importants à avoir en tête pour pas susciter du rejet. Le premier, c'est comment dire la culpabilisation, hein, parce que l'écologie a trop souvent tendance à être perçue par eux comme une forme injonction culpabilisatrice qui vient d'en haut, qui vient d'une élite qui fustige, hein, d'une certaine manière. C'est le manque d'exemplarité aussi. Attention, hein, faut pas trop demander. Enfin, on a en image des jets privés ou alors même ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc, il y a aussi ce truc qui revient beaucoup de bah, pourquoi moi alors que eux, ils font pas assez. Et d'ailleurs, les laissés pour compte, en fait, quand on regarde dans les faits, ils font déjà beaucoup de gestes climat d'une certaine manière. Et enfin, manque d'identification, c'est un point hyper important. Nous, quand on a posé la question aux différents gens aux différentes personnes qu'on a interrogées sur qui parle d'écologie dans l'espace public pour vous, il y a très peu finalement d'acteurs majeurs qui est identifié. En fait, il n'y a pas d'incarnation de ce que c'est le climat pour les laisser pour compte, en tout cas. Incarnation de personne, en tout cas. Voilà, donc voilà un verbatim, enfin une citation qui résume bien tout ce que je vous dis là. J'ai l'impression qu'on me prend pour une idiote. Enfin, on me demande de plus de prendre la voiture, mais en même temps, quand je dois prendre le tram, ça me prend 1h30, etc. Enfin, voilà. Ça illustre bien le rapport qu'entretiennent ces laissés pour compte aux enjeux climatiques. Euh, comme je vois que je dépasse un peu, je passe rapidement là-dessus, mais voilà, six points un peu importants à avoir en tête, c'est voilà, une incapacité à savoir vraiment quoi faire, et quelque chose qui se limite le plus souvent aux petits gestes du quotidien. Une absence de référence, donc il faut pouvoir parler d'une certaine manière. Il y a une attente pour des émetteurs qui leur ressemblent. Une absence, en tout cas dans leur manière de parler climat, de termes qu'on utilise habituellement pour parler climat. Donc, quand on parle environnement avec des laissés pour compte, on n'entend jamais CO2, gaz à effet de serre, carbone. Il faut sortir de ce vocabulaire un peu euh, ouais, un peu hermétique finalement, et le rendre beaucoup plus applicable à une échelle un peu plus, comment dire, identifiable à une échelle locale. En tout cas, montrer les impacts locaux, ça nous semble hyper important. Quatrième point, il n'y a pas de rejet d'écologie ni de toute forme de mobilisation. Le seul truc par rapport à l'écologie, c'est qu'ils savent pas très bien ce que c'est d'être écolo. Ils ont un regard plutôt positif hein, sur l'écologie. Voilà, encore une fois, il y a pas de rejet fort. La question, c'est comment leur en parler. Euh, Sentiment quand même en tout cas, autocritique facile. Ils se disent facilement qu'ils en font pas assez, hein. C'est pas pour autant qu'il faut appuyer là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on parle avec eux. Et dernier point, forte attente d'action de la part des décideurs. On en a parlé un peu plus haut. Et je sais pas si j'ai le temps de conclure. Ouais, non, j'ai déjà pas mal dépassé. Euh, mais juste très rapidement, ouais. Très rapidement en termes de discours, des faire et pas faire, des do and don't. En termes de ton, euh, adopter un ton encourageant et plutôt bienveillant, plutôt que le sentiment d'imposer, de demander d'appliquer, d'infantiliser. Et en termes de discours, reconnaître les difficultés du quotidien, parler des bénéfices individuels du changement, être en affinité, beaucoup plus que aborder les grands principes et enjeux moraux, on doit tous agir, etc. C'est important voilà, d'incarner les choses de manière assez concrète. Et en termes de temporalité, c'est pareil, s'ancrer dans le présent plutôt que dans un futur lointain et flou ou futuriste. Et en termes d'espace, s'installer dans le lieu de vie, investir le local, plutôt que parler du monde, de la planète. Donc voilà quelques pistes pour engager des publics a priori un peu éloignés de nos sujets, mais avec lesquels on peut facilement engager. Voilà pour moi et je finis juste par 4 points. Si vous voulez aller plus loin, on a un atelier, on a une newsletter, des newsletters, des conseils en ligne. Donc n'hésitez pas à aller fouiller tout ça, notre site, me contacter si vous voulez qu'on parle de ça un peu plus abondamment. Voilà pour moi. Ben, merci, on vous partagera toutes ces ressources. Donc voilà, et puis ben, on va commencer le temps de questions. Donc vous pouvez directement lever la main et puis les intervenants pourront vous répondre.
Est-ce que nos collègues des fédérations qui sont issus de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou du Val-de-Marne, qui se sont exprimés lors de notre assemblée générale et dans le groupe de travail que Clémentine anime régulièrement, est-ce que vous vous reconnaissez dans un certain nombre des constats qui ont été formulés par nos deux intervenants, ou est-ce que vous vous inscrivez euh, en différence par rapport à ce qui a été dit et votre vécu sur le terrain? Je sais que en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si tu es là, Francis, ou si Bondy Environnement est présent, mais ça m'intéresserait d'avoir vos réactions. Je ne sais pas si nos amis du Val-de-Marne sont là, si Christine est là, mais c'est dans la première couronne qu'on a des réactions, je dirais, en écho au constat que vous avez formulé. C'est plus difficile, je ne sais pas si Jean-François Dupont est là, en Seine-et-Marne ou dans le Val d'Oise, où les populations sont plus contrastées. On a à la fois des agriculteurs, on a des gens dans des bourgs ruraux, et puis on a des agglomérations comme Meaux, euh, d'autres, où on retrouve le contexte de la première couronne. J'aimerais bien entendre nos collègues s'ils sont présents ou toute réaction par rapport à ce que viennent d'évoquer très précisément les deux intervenants. Ou alors tout le monde est tellement convaincu que Ginette, vas-y Ginette. La deuxième présentation, Ginette Vastel, FNE Île-de-France, FNE Paris, et je suis au bureau de FNE. Voilà. Euh, les laissés pour compte, vous dites de se placer au plan local, ce que je conçois très très bien, mais est-ce que on n'a pas forcément les plus précaires dans les laissés pour compte, hein? Ils ont ce sentiment par rapport à eux, mais pas forcément par rapport à des difficultés de fin de mois, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, Bon. exactement. Et Euh, ces les, gens-là, les- s'ils se sentent laissés pour compte, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont un travail qui est pas valorisant, parce que, vous voyez, c'est ou un beaucoup de habitat choses. pas valorisant. Ils ont le sentiment de ne pas être assez valorisés dans la société, que, Ouais. ils ont beau travailler, ils galèrent, entre guillemets. On leur dit toujours, on les met un peu en pression pour consommer autrement, etc. Mais en fait, ils ont pas les moyens. Ils ont le sentiment de ne pas avoir les moyens. Et pour certains, ils n'ont pas les moyens. Oui, Voilà, mais il y a des laissés pour compte millionnaires, hein. Donc oui, vous avez raison. oui, parce que pourquoi je vous pose cette question, c'est que j'ai lu un positionnement du RN qui consiste à être entre deux, comment dirais-je, entre deux mondes, quoi. Il se place en dessous, il y a ceux qui profitent de tout, entre guillemets les parasites, et au-dessus, bah, il y a ceux qui profitent d'une autre façon, mais voilà. Et eux, ils sont au milieu, donc en gros les bons travailleurs, les gens qui respectent tout, et voilà, par rapport à ces demandes-là. Oui, oui, oui. Bah, ça rejoint un des points. Alors, ce que vous dites là, c'est beaucoup plus la vision du monde des identitaires, qui est un profil que j'ai pas présenté, Hmm. pour qui les deux ennemis, c'est le migrant et l'élite, en gros. Oui, bah Voilà. oui. Hmm. Mais les laissés pour compte, ce qui va un peu dans ce sens, c'est ils se sentent ni assez riches ni assez pauvres Hmm. pour avoir à bénéficier de ce que le système a à offrir. Et alors, ni assez riches, c'est par rapport pas forcément aux ultra riches, hein, c'est par rapport aux gens classe moyenne plus, quoi. Eux, ils sont classe moyenne moins, ils se considèrent plutôt classe moyenne moins. Et ni assez pauvres, c'est par rapport aux précaires, justement. Hmm. Mais oui, c'est vraiment une vision de soi dans la société. Et le sentiment, enfin, vraiment, quand on entend parler, faut entendre, hein, je crois qu'on a commencé à documenter sur notre site des entretiens.
quand on entend parler, il y a vraiment ce côté on se fout de ma gueule, c'est n'importe quoi, Ouais. qui sont aussi des sentiments légitimes parfois qu'il faut entendre. Et quand on va parler d'écologie, il faut bien prendre en compte ça. Ah Euh, oui, Parce que, encore une fois, c'est pas parce que ils sont en critique que ils considèrent pas que le climat c'est important, hein. C'est quelque chose qui est important, qu'ils ressentent au quotidien. Beaucoup sont capables de nous citer des impacts très concrets, hein, autour d'eux, hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et beaucoup considèrent qu'il faut changer le système pour faire face aux enjeux du changement climatique, quand même. Donc, ça peut être des alliés, en fait. oui, C'est ça c'est qu'il pour ça, faut. oui. Ouais. Ah oui, ça peut être des alliés. Aujourd'hui, il vote un peu plus Marine Le Pen, quoi. Mais ça peut être des alliés de l'écologie. Si jamais on en parle, on adapte un peu le discours. C'est un peu le message que j'essaie de faire. De toute façon, on va être obligé d'adapter notre discours à chaque catégorie. Hein, parce que quand on est précaire, on ne ressent pas l'écologie de la même façon que quand on est Mm, machin. Donc, on va être obligé de l'adapter, quels que soient les gens à qui on s'adresse. Hein. mm. Merci, c'est très intéressant. Je n'arrive pas à lever la main, donc j'interviens directement, Et, désolé. J'ai pas trouvé la commande, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Zoom. Euh, donc Jean-Pierre Parizeau, FNE-UDF, Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay. Est-ce que vous pourriez réafficher la courbe avec les différents profils? Parce qu'il y a des profils qui m'intéressent là-dedans et que vous n'avez pas traités. Je vais vous faire ça tout de suite. Attendez. Tac. Mm, mm. Donc, il y a en effet 6 profils qu'on détaille sur notre site internet. Les militants, laissés pour compte les stabilisateurs, qui sont ainsi que les identitaires, les libéraux optimistes et les attentistes. Souvent, on dit, voilà, il y a 2 pôles, les militants désabusés d'un côté, les identitaires de l'autre. Il y a les stabilisateurs et les libéraux optimistes qui sont plutôt des gens qu'on peut embarquer facilement, et les laissés pour compte attentistes qui sont assez durs, assez difficiles à toucher. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt affaire à des militants désabusés et à des attentistes. Ouais. Alors, Alors, il faut voir un peu comment vous qu'est-ce que vous définissez tout ça. recommandez comme stratégie vis-à-vis de ces gens-là? Bah, on peut en reparler si vous voulez, mais les militants désabusés, c'est des gens plutôt, enfin, vraiment engagés à qui il faut donner les moyens d'action, quoi, pour mobiliser autour du climat. Enfin, c'est des gens qui sont pas à convaincre, si vous voulez, qu'il faut Non, plutôt non. empouvoirer Ah si, si, d'une certaine. si. Ah si, justement, il faut les convaincre de revenir dans la course. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont milité pendant 10 Oui, ans, 20 ans, peut-être même 15 ans, et qui se sont rendus compte que ça oui, servait oui. à rien. Et ils sont sortis du truc. En C'est des particulier, moi, gens. Oui, pardon. j'étais dans une association au niveau local, dans ma commune, qui était très active. Et puis, au moment où je suis arrivé, par contre, ben, ils se sont tous retrouvés dans une équipe municipale. Et puis finalement, comment dire, ils ont arrêté de s'intéresser à ces choses-là en disant que ça servait pas à grand-chose. Et ils sont retournés cultiver leur jardin, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut Euh, rattraper ces gens-là? oui, alors ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas convaincus sur l'enjeu climat. Ils savent que c'est un sujet. Non, absolument. Et ce que je disais, c'est qu'il faut leur prouver que leur action compte et donc leur donner ce sentiment bah, voilà, de pouvoir faire masse, etc. Je vous invite vraiment à aller voir sur notre site où on détaille vraiment tout ça. Je vais peut-être pas prendre tout le temps du webi pour vous détailler les conseils, mais il y a vraiment ce côté redonner foi en l'action. C'est très important avec eux. Pour les attentistes, c'est des gens très attentifs à leur confort de vie.
Donc, leur expliquer que, bah, en fait, aller dans le sens de la transition, c'est aussi gagner en confort de vie. C'est facile, on peut le faire sans trop se. C'est pas des gens à engager dans les luttes, si vous voulez. C'est des gens qu'il faut plutôt engager parce qu'ils vont pouvoir gagner finalement dans leur vie quotidienne. Voilà. D'accord. Et tout ça, je peux trouver des infos dans votre site? Ouais, bien sûr. Parlonsclimat.org. D'accord. Ok, je vais regarder. Merci. Et puis, on peut évidemment échanger par mail ou prendre du temps un peu plus en détail si vous voulez. Là, avait Il n'y levé a pas la de main. souci. Et Thierry Collier aussi. Oui, merci beaucoup pour ces deux présentations. Comme c'est lancé maintenant les questions, donc je me permets en tant qu'intervenante de poser une question quand même. Je me demandais, il y a un débat qui traverse pas mal d'assauts et le mouvement écologiste en général en ce moment, c'est si le mot écologie parle pas, quel mot on choisit. Et du coup, je me demandais si l'un et l'autre, dans vos différentes études, vous aviez identifié des mots alternatifs. Bon, je pense notamment au terme d'écologie populaire qu'on entend beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est, d'après vous, un terme qui fédère davantage? Je sais que GetUp a utilisé plutôt celui d'injustice climatique. Enfin, voilà, celui de transition écologique semble pas beaucoup porté, en tout cas pas davantage que le terme d'écologie. Donc voilà, est-ce que sur ce terme un peu englobant, sur un espèce de mot d'ordre fédérateur, vous auriez des éléments? Euh, Là, je pense on s'est pas mal rejoint avec Damien sur ce constat que dès qu'on est dans une sémantique un peu experte ou un peu abstraite, ça fonctionne pas. Donc, ce que tu dis sur la transition, l'écologie, etc., effectivement, c'est pas des choses qui sont du tout appropriées par les personnes avec lesquelles on travaille. Moi, c'est un petit peu le message que j'ai essayé de dire. Je suis pas sûr qu'il faille forcément trouver le mot ou le groupe de mots qui embarque. Je pense que ce qui embarque, c'est ce qu'on a dit aussi avec Damien, c'est la manière dont on permet aux gens de, de pouvoir par eux-mêmes faire des choses. Donc cette question du pouvoir d'agir, cette question de comment on outille, et sur des thématiques qui sont celles du quotidien, celles du concret, celles de la vie de tous les jours. Et là-dessus, en fait, chacun va avoir sa dénomination. Mais euh, par exemple, la question alimentaire, la manière dont on se nourrit et on nourrit ses enfants, l'impact que ça a sur sa santé, euh, ça, alors, c'est, voilà, c'est peut-être pas l'écologie, mais derrière, on peut facilement aborder, en termes d'éducation populaire, tout le système de production qu'il y a derrière un plat transformé. C'est, et je sais pas si on a besoin forcément, enfin, nous, on n'éprouve pas le besoin forcément de dire que c'est un discours écologiste. C'est un discours d'éduc-pop, au sens de, ben, chacun parle de son expérience, de ses difficultés, et à partir de ça, on essaye de décortiquer pourquoi ces difficultés, pourquoi ça arrive, et pourquoi on n'a pas forcément les moyens de faire autrement. Et tu vois, du coup, enfin, que nous, ça nous préoccupe en tant que structure, en tant que mouvement, en tant que mobilisation, d'avoir une sémantique globale, bah, gardons nos mots, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de ces mots-là pour travailler avec les gens. Je ne sais pas. Mm. En tout cas, dans l'approche terrain, moi, j'emploie pas ces mots-là, effectivement. Ouais. Pour compléter un tout petit peu, je rejoins un peu à ce que dit Julien. Dans nos enquêtes, on pose régulièrement la question de pourquoi est-ce que vous seriez prêt à vous engager en lien avec les questions environnementales. Ce qui revient beaucoup, c'est protection des sites naturels et de la beauté de nos paysages, par exemple, et préserver le mode de vie, enfin,
rendre la Terre habitable pour nos générations futures, avec ce côté de préservation. Euh, Tout ça pour dire que, en fait, l'enjeu, c'est pas tant quel mot on utilise pour parler d'écologie, mais plutôt quel mot on utilise pour parler de son incarnation concrète dans l'imaginaire des gens. Donc, Mm. parler de protection, de préservation, c'est quelque chose qui suscite beaucoup plus facilement l'engagement que de limiter son empreinte carbone, par exemple. Mm. Parler des impacts sur la nature, par exemple, c'est aussi des choses qui engagent un peu plus facilement. Encore une fois, l'enjeu, c'est pas de rendre tout le monde militant. Il y a des militants qui s'engagent pour l'écologie, et c'est très bien. L'enjeu, c'est maintenant de gagner une forme de bataille. Alors, je sais pas si enfin, ga- engager davantage. Et pour engager davantage, c'est pas rendre tout le monde militant, c'est donner le pouvoir enfin, le pouvoir d'agir à tout le monde et l'envie d'agir à tout le monde, d'une certaine manière, et l'envie de s'engager à tout le monde. Voilà, je dirais. Et donc, trouver les bons mots pour ça. Mm. Si tu prends la question énergétique, par exemple, euh, bah, l'approche qui va permettre de prendre les passoires thermiques ou si tu parles d'habitat durable, ça va pas passer. Mais l'approche qui consiste à dire, bah, tiens, on pourrait peut-être économiser sur les factures énergétiques en faisant telle chose, euh, bah, là, ça va beaucoup plus parler. Et derrière, tu peux dire que en plus, ça permet d'avoir une dépense carbone moins importante. Et là, tu peux Mm, expliquer. Tu vois, mais il y a quelque chose qui précède avant de pouvoir évoquer la dimension carbone qui est pas facile à intégrer. mm, Thierry Colli. Oui, je ne sais pas si je dois prendre la parole maintenant, parce que je fais partie des deux autres structures Oui, tant qui mieux, avaient, qui avaient oui, s'il vous plaît. préparé avec Astéria, mais bon. Euh, je réagis parce que il se trouve que Ecobull, donc, est une association qui a été créée par des écologistes, par des militants écologistes, qui justement voulaient passer à l'action, c'est-à-dire sortir des discours et des grandes idées pour aller vers l'action. Et les deux axes, les deux sujets qui ont été pris euh, comme levier d'action, ça a été justement, par rapport à la discussion qu'on a en ce moment, l'alimentation et l'agriculture durable. Et donc l'association s'est créée en compétences en recrutant des chargés d'animation sur ces deux domaines et en répondant à un certain nombre d'appels d'offres, d'appels à projets, on dit plutôt, qui étaient issus du département, enfin des collectivités locales, du département, de la ville de Pantin, de Est Ensemble, etc. Et donc, du coup, on s'est mis à intervenir auprès des jeunes dans les collèges, dans les quartiers, et, et notamment autour de comment le bien vivre alimentaire. Donc, il y a des ateliers du bien manger avec les familles, avec les enfants, avec des ados. On accompagne des pensionnaires dans les EHPAD, qui ont des jardins partagés, etc. Et effectivement, l'écologie n'est pas le mot qui vient spontanément quand on se présente. On aborde un peu les choses comme vient de le dire Julien, quoi, à travers des manières de faire, de vivre. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai été aussi un moment aussi dans la lutte, dans une autre vie, où j'ai dû défendre des zones humides, etc. Et je vois bien que c'est pas du tout la même Mm. posture, le même scénario, quoi. Donc, pour ça, je me suis dit, peut-être, ce serait intéressant quand même de distinguer euh, les situations, euh, par exemple celle où je suis dans mon association, de celle, par exemple, qui serait de comment on mobilise les bobos de Pantin, par exemple, qui, eux, qui pourraient rentrer dans les catégories qui sont proposées par Damien, de positionnement vis-à-vis de l'engagement écologique. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'association, finalement, bon, on a les pilotes de l'association, ceux qui ont initié cette association qui a maintenant 10 ans d'existence. On a 3 salariés, on a 110 000 euros de budget, donc c'est quand même une association qui commence à tourner, qui est repérée. Et on a donc des salariés, mais on a aussi donc des adhérents qu'on pourrait positionner sur l'échelle avec les profils que vous avez donnés.
On a environ une cinquantaine d'adhérents et qu'on essaye de solliciter comme bénévole. Et c'est assez difficile, je dois dire. Malheureusement, bon, il y a des gens qui ont peu de temps, mais là, on se trouve effectivement face à toutes les questions qui sont posées par Damien. En revanche, les bénéficiaires, moi, je l'appelle comme ça marche vraiment bien parce que là, j'ai été l'autre jour à Bondy, où on met en place un jardin partagé. Et on a eu des mamans qui sont venues avec des enfants et des mamans d'origine immigrée et qui rappellent qu'elles sont heureuses de venir dans ce jardin. Parce que spontanément, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça leur rappelait le jardin de leur père, de leur grand-père au Maghreb. Et aussi, elles étaient heureuses de pouvoir transmettre ça à leurs enfants. Elle dit, vous ne vous rendez pas compte pour nous ce que ça évoque de revenir dans un jardin, parce on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de parcs. Donc là, il va y avoir un espace et c'est assez émouvant, je trouve, d'entendre ça et qui est quelque chose qui est pas toujours visible, sauf effectivement à faire le travail de métropole, là, où, qui rappelle un peu l'histoire de ces quartiers, quoi. Voilà. Et du Ouais. coup, Oui, est-ce que vous m'entendez? qui C'est parle? Christian, je suis de Bondy. Oui, bonjour Christian. Oui, bonjour. Quand Thierry parlait d'un jardin partagé sur Bondy, c'est le jardin du Lac 3S. Non, ça s'appelle la Cité verte. C'est lié au collège. En fait, c'est d'ailleurs une des Lequel, réussites. lequel collège? Ah, écoute, là, je ne peux pas dire parce que Jean je sais pas. Zay, sur Bondy Nord? Si tu veux, il y a le collège est juste à côté de l'endroit où il y a un lieu, une sorte de maison de quartier qui accueille plusieurs activités. Et là, il y avait un espace vert qui va être transformé en jardin partagé. Et d'ailleurs, un des succès de l'opération, c'est qu'effectivement, on s'appuie sur le collège. Mais tu as raison, je pense que ça doit être Jean Zay, ça me revient, parce que c'est une des raisons qui font que on réussit, c'est qu'on a un ancrage, des points d'appui que sont soit les maisons de quartier, là c'est les collèges, parce qu'il y a eu des mots qui ont été mis dans les cahiers des enfants, et c'est comme ça que les parents sont venus à cette action. On appelle ça la cité verte, le projet de la cité verte à Non, ça ne Bondy. doit pas être la Cité Verte, mais bon, je vais chercher. Mais n'importe D'accord. comment, il faudra qu'on reste en contact parce que Oui, bien sûr. moi, je suis sur Bondy Oui. et on a énormément de difficultés à entrer en contact. Alors, Euh, entrer en bon, contact avec quoi? Avec les ben, habitants? avec les gens de milieux populaires. Mm. On est intervenu dans les centres sociaux par le biais d'un sondage qu'on avait fait au moment euh, d'un forum des associations. Le sondage, il était bon, relativement basique. Le but du sondage, c'était pas vraiment le sondage, c'était de rentrer en contact avec des personnes. Et en fait, ça nous a permis, par différentes étapes, de rentrer en contact avec les centres sociaux, enfin, les cours d'alphabétisation des 3 centres sociaux qu'il y avait sur Bondy. Ce qui nous a permis d'intervenir dans ces 3 centres, dans un premier temps pour leur demander de remplir le sondage qu'on a guidé, enfin on n'a pas guidé, on a discuté autour des questions avec eux, et on est revenu plus tard, une fois que le sondage a été fait, dépouillé, pour partager avec eux. Mais c'est eux essentiellement qui ont remonté leurs ressentis, alors qui étaient effectivement des ressentis au niveau de l'alimentation, les difficultés au niveau de l'alimentation, les conditions de vie des gens qui habitent dans des immeubles où il y a beaucoup de circulation, qui ne peuvent même pas ouvrir leurs fenêtres, enfin, toutes ces conditions-là. Mais c'est quelque chose qui n'a pas pu s'inscrire. Et je vois, là, dernièrement, on a participé sur le 93 à des prélèvements d'écorce de platane. C'est quelque chose qui se fait avec l'Institut de physique du globe de Paris pour, à partir des écoles d'analyse, de pouvoir déterminer le taux de pollution dans les écoles. Et le fameux collège Jean Zay, je voulais rentrer en contact avec eux. J'ai eu contact avec la gardienne qui m'a demandé des renseignements qu'elle transmettait. J'ai envoyé un mail et ce matin, par hasard, en passant à compter, il y a des collégiennes qui m'ont dit bonjour. Alors du coup, j'ai engagé la discussion avec elles en leur disant, mais est-ce que ça vous intéresserait qu'on aborde le sujet? Alors j'ai laissé mon nom, mon téléphone en disant, mais vous en discutez avec votre prof de SVT.
mais c'est très difficile d'arriver à... Alors, il y a tout un travail sur le Lab 3S qui se fait avec culture d'un jardin et puis qui alimente en partie la marmite, qui est des gens qui préparent des repas et qui essentiellement, c'est des gens qui sont des sans-papiers. Et si tu veux, ce que je peux te dire, c'est que ce qui nous facilite grandement les choses, c'est que nous, notre porte d'entrée, ce sont des appels à projets qui sont lancés soit dans le cadre de la politique de la ville, soit par la ville de Bondy, tu vois, donc, ou soit par le département. Donc, d'une certaine manière, euh, je vais prendre un autre exemple, une opération qui s'appelle Vitalim, qui est une opération qui consiste à donner un chèque chaque mois à des familles qui sont euh, en difficulté, moyennant le fait qu'elles acceptent de rentrer dans un processus où elles doivent suivre des sessions pour les amener à réfléchir sur la manière dont elles s'alimentent, moyennant ce chèque. Voilà. Et tout ça, c'est un dispositif qui a été conçu par le département. Nous, on est des prestataires, si tu veux, donc on vient en appui et qui fait que tout le travail que vous faites de recherche justement de ces points d'appui et d'ancrage pour aller au contact des gens, il est déjà fait d'une certaine manière par la collectivité, les collectivités locales publiques. Voilà. C'est Hum, ça hum, la grosse différence, je pense. hum. Je pense Bon. qu'on va pouvoir enchaîner du coup avec la présentation de Thierry, qui a déjà été entamée, mais c'est bien, ça fait l'introduction. Bon, Et, j'avais, j'ai pas prévu de slide, j'avais juste euh, envoyé à mais la qualité va pas être va suffisante en pas fait. être terrible. Bon, Chat, mais c'est pas bien grave. et Parce c'est pas que, grave. oui, donc comme j'expliquais, c'est une association qui a été créée par des militants écologistes, hein, et qui étaient effectivement dans des luttes et qui à un moment se sont dit on ne peut pas euh, n'être que dans des luttes, il faut être dans des luttes, mais il faut aussi essayer de proposer des actions qui aident à toucher des populations qu'on imaginait, puisqu'on est à Pantin, donc plutôt dans le 9-3, dont on se disait qu'elles étaient sensibles à la question de l'écologie, mais qu'on imaginait que ça serait difficile de rentrer comme ça directement par cette question-là, qui fait on a pris ce qu'a évoqué Julien et qui a été évoqué jusque-là, qui est de rentrer par l'alimentation, par des choses concrètes du quotidien et par l'agriculture urbaine. Évidemment, on s'est positionné comme prestataire. Je dois ajouter que les Écobules est aussi associé à un tiers-lieu qui s'appelle la butinerie, qui est lui-même associé à une biocoop. Et donc, c'est quand même une sorte d'écosystème qui marche bien parce que c'est très important d'avoir un lieu dans lequel il y a une cuisine qui permet d'avoir des ateliers, on peut accueillir des conférences, des débats, des projections. Donc tout ça c'est un bon écosystème je dirais, se complète assez bien. Euh, donc, je l'ai dit, les deux domaines d'intervention, alimentation et agriculture urbaine, assez vite, dès lors qu'on s'est trouvé finalement sur un créneau, je vais parler, où il y avait de la demande de la part des collectivités locales, le président qui a créé cet asso il y a 10 ans, écologiste, a dit il faut qu'on se considère comme un bras armé des collectivités locales. C'est-à-dire on va faire ce qu'elles aimeraient faire, mais qu'elles n'ont pas les moyens de faire, parce qu'elles ne vont pas se mettre à embaucher des experts en agriculture urbaine, ils en ont déjà, mais sur les espaces verts, ou des gens qui travaillent sur le bien-vivre alimentaire. Donc, ils ont besoin des associations comme nous, qui sont capables de fournir des prestations, et ce qui fait qu'on a très vite embauché des chargés de développement et des gens compétents dans le domaine, du coup, on s'est mis à répondre à des appels à projets, et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Euh, voilà, je ne vais pas tellement en dire plus. Par rapport à la question de la mobilisation, c'est vrai que la question se pose plus vis-à-vis des bénévoles qui sont adhérents pour nous. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils vont consacrer du temps, venir en complément dans nos opérations, où évidemment, c'est pas parce qu'on a un chargé d'animation, les animations, les interventions, on ne peut pas les mener tout seul, il faut être au moins deux, donc ça mobilise chaque fois deux personnes chez nous. Les bénévoles pourraient donner un coup de main, mais
malheureusement, aujourd'hui, c'est une de nos difficultés. On essaye de les inviter, mais bon, ça ne marche pas très bien. En revanche, je trouve que moi, pour avoir été sur quelques activités, là, je suis vraiment impressionné par la réaction très positive et les effets que ça a auprès des populations avec lesquelles on travaille. Après, on a un séminaire la semaine prochaine pour se poser la question de, mais bon, combien de personnes on touche? Est-ce qu'on est en train de changer le monde ou juste changer un peu la vie de quelques familles? Bon, c'est quand même une préoccupation qu'on doit garder en tête, sachant qu'évidemment, on aimerait pouvoir changer le monde. Ben, merci pour votre témoignage. On peut tout de suite passer à la présentation de Léa et puis comme ça on prendra les questions à la fin. Donc de Astéria. Eh bien, je vais partager mon écran. Euh, Est-ce que vous le voyez là? Oui. Ok. Donc, bonjour à tous et toutes. Merci pour cette invitation. Moi, je vais parler aujourd'hui au nom de l'association Asteria, dont je suis administratrice et bénévole depuis un certain temps déjà. Et je vais vous parler des enseignements qu'on a tirés de plusieurs projets de recherche-action qu'on a menés entre 2020 et 2025 et qui portent sur ces questions d'engagement écolo et des freins et des leviers à l'engagement écologiste. Peut-être rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous redis quelques mots sur Asteria. C'est une association qui a été créée en 2014 et qui agit à Paris et alentour dans dans les villes de la Petite Couronne, qui a pour vocation principale de faciliter, d'accompagner, de valoriser l'engagement citoyen sous toutes ses formes. Le constat dont est parti Asteria en 2014, c'est que un grand nombre de gens venaient avec une forme d'indignation, de colère, ou en tout cas, ou au contraire d'enthousiasme très fort pour une transformation sociale, euh, de, et avec une envie de s'engager en faveur de la transformation de notre société, mais avaient parfois du mal à trouver les moyens de le faire et trouver les manières d'agir qui leur convient. Et on partait du constat aussi que le monde associatif, qui se veut très inclusif, très mobilisateur, est parfois plus compliqué à rejoindre qu'il n'y paraît, et donc il y avait peut-être besoin d'un acteur intermédiaire, en fait, de quelqu'un qui qui jouerait ce rôle de passeur entre les citoyens qui souhaitent s'engager mais qui savent pas très bien comment faire et les associations qui ont besoin de bénévoles pour continuer leur action. Donc, on s'est créé en 2014 avec euh, ou plutôt trois pôles d'action principaux. Le cœur de l'action d'Asteria, c'est l'accompagnement. L'idée, c'est de proposer un accompagnement personnalisé à toute personne qui toque à notre porte avec une envie de s'engager. Et nous, on joue ce rôle déjà de comprendre en fait quelle est la motivation de la personne, vers quelle manière d'agir et vers quelle cause elle voudrait se tourner, et puis d'essayer de l'orienter vers des associations ou des collectifs qui lui permettraient de le faire. Et donc, c'est un accompagnement dont la principale méthode, en fait, est le lien interpersonnel. L'idée, c'est à partir d'une relation qui se tisse entre la personne accompagnatrice et la personne qui a envie de s'engager. Voilà, on essaie de comprendre le ressort de l'engagement de chacun et la manière la plus adéquate pour la personne de s'engager. J'y reviendrai parce qu'il me semble que cette question du lien interpersonnel, elle est justement très importante pour mobiliser les personnes les moins engagées sur ces questions.
Un deuxième pôle, j'irai plus vite là-dessus, c'est un pôle de sensibilisation à l'engagement citoyen. Donc, on anime des ateliers, des événements autour des questions d'engagement citoyen qui visent à faire connaître la diversité des manières de s'engager et à valoriser les personnes qui s'engagent. Et puis, on a un pôle dédié aux recherches et à la formation. Assez vite, en fait, dans l'association, on s'est rendu compte qu'on touchait quand même à des questions assez complexes d'engagement, de pouvoir d'agir, de frein à l'engagement, de marginalisation sociale. Et donc, voilà, on avait besoin de s'outiller intellectuellement et de se nourrir pour mener des actions plus pertinentes. Et donc, on a très vite créé un pôle recherche qui était très intimement lié aux actions qu'on portait. Je vais vous parler de plusieurs recherches-actions. Celle qui a été fondatrice sur ces questions-là, c'est la recherche-action ACTES. Donc, les projets de recherche ont toujours des sigles un peu imbitables pour pour les financeurs, mais donc ça veut dire accompagner les citoyens et les citoyennes pour la transition écologique, économique et sociale. C'est un projet qui avait été financé par l'ADEME et qu'on avait mené avec deux laboratoires partenaires, le LISE qui est rattaché au CNAM et le LADIS qui est à l'Université Paris-Nanterre et à l'Université Paris 7, qui sont des laboratoires de sciences humaines et sociales. Euh, et ce projet de recherche, il visait à comprendre les freins à l'engagement écologiste à différentes échelles pour les individus, pour les collectifs citoyens et à l'échelle institutionnelle des territoires d'action. Et puis de saisir comment l'accompagnement, et en particulier l'accompagnement qu'on proposait à Asteria, pouvait constituer un levier face aux différents obstacles que rencontraient les personnes. Alors, on s'est lancé dans ce projet de recherche-action en 2018, à un moment qui a été un moment d'effervescence hein, sur les questions écolo, puisque il y avait en même temps les Gilets jaunes qui ont mis sur le devant de la scène la question de la conciliation entre justice sociale et urgence écolo. Mais c'était aussi l'année des grèves pour le climat. De toute l'action du mouvement de Greta Thunberg. Et c'est aussi une année où le mouvement contre les violences policières a été particulièrement visible dans l'espace public. Donc voilà, il y a eu une effervescence sociale en 2018 qui fait que nous, en fait, on a vu arriver des gens qui avaient envie de se mobiliser sur les questions écolo plus qu'avant. Auparavant, entre 2014 et 2018, l'association était quand même plutôt tournée vers l'action sociale, c'est-à-dire qu'on rencontrait des publics qui avaient plutôt envie de s'engager pour la solidarité, en tout cas qui venait avec ce premier discours-là de je veux aider les autres en fait. Et donc on tissait davantage de liens avec des associations d'action sociale qui permettaient aux personnes de s'engager sur ces sujets-là. Et en fait, en 2018, on a vu arriver de plus en plus de gens qui nommaient en premier lieu la question de l'engagement écolo. Et donc ça nous a voilà, donné envie et puis surtout c'était nécessaire pour nous de nous outiller davantage sur les questions écolo. Donc on a lancé ce projet de recherche-action. Alors, on a mis en évidence à travers ce projet de recherche quatre freins principaux. Alors, il y en aurait d'autres, mais c'est ceux qui nous ont semblé les plus, peut-être les plus nouveaux, en tout cas dans notre façon d'envisager ces sujets écolos dans l'association. Il y a un premier frein qu'on a identifié, qui est l'assignation à la catégorie de bénéficiaires et ou aux questions d'action sociale ou de solidarité. Je m'explique, à Asteria, on a une attention particulière portée au public marginalisé socialement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que toute personne qui a envie de s'engager va pas toquer à notre porte aussi facilement. Euh, et que pour aller toucher des personnes qui ne vont pas toquer à la porte d'Asteria, bah, il faut avoir des démarches d'aller vers. Et donc très vite, hein, dans l'histoire de l'association, on a noué des partenariats avec des établissements sociaux ou médico-sociaux qui accompagnaient des publics plutôt sur le plan social, mais des publics qui par ailleurs pouvaient avoir envie de s'engager. Et donc ces établissements nous adressent en fait ces publics-là. Donc ça peut être des publics demandeurs d'asile avec les partenariats qu'on a avec les CADA, ça peut être des centres sociaux, ça peut être des centres d'accueil de jour pour des personnes porteuses de handicap. Voilà, c'est tout un tas d'établissements de l'action sociale. Et il se trouve que pour ces publics-là, en fait, on s'est rendu compte que les associations en général, mais nous-mêmes en particulier, avions tendance à partir du principe que ces personnes-là étaient pas intéressées par les questions écolo. Et ça, c'est quelque chose
qui rejoint les interventions précédentes, hein, on a l'idée que ces publics-là seraient éloignés des questions écolo, que ce ne serait pas leur priorité, voire qu'ils ne seraient pas du tout convaincus par l'urgence écolo. Et en fait, voilà, on s'est rendu compte avec ce projet de recherche-action que c'est une étiquette qu'on leur mettait beaucoup plus qu'une vraie réalité dans la motivation de ces personnes, quoi. Donc, je vous donne un exemple très rapidement pour un peu incarner ce que je vous raconte là. On a eu une personne qu'on a accompagnée qui s'appelait Souleymane, qui venait de Guinée-Conakry, qui était demandeuse d'asile. Et qui, dans son pays d'origine, en Guinée, était alors déjà militant. Il militait pour la cause Peul en Guinée-Conakry et était professionnellement engagé dans la question du commerce alimentaire, donc sensible aux questions d'alimentation. Bon, il est arrivé en France et il a demandé l'asile et en fait, au départ, il est venu à nous avec une envie de s'engager plutôt sur les questions de solidarité et il a fait quelques premières missions avec le Secours populaire. Et en fait, en creusant, les parcours d'accompagnement avec Asterep peuvent être assez longs. Et en fait, en creusant, c'est effectivement pas les questions écolo qui ressortaient en premier. Mais en fait, si on arrivait à atteindre, enfin, à lier un lien suffisant pour comprendre le parcours de vie de cette personne, ben, on se rendait compte qu'une question qui le touchait fondamentalement, c'était le gaspillage alimentaire. Et que un des chocs qu'il avait eu en arrivant en France, c'était le choc de voir les poubelles s'amonceler avec des invendus alimentaires. Et en fait, cette question-là, elle est intimement liée aux questions de solidarité, parce qu'en fait, ce qui l'intéressait dans les questions d'entraide, c'était l'accès à une nourriture saine et suffisante pour tous et toutes, quoi. Donc en fait, les questions de justice alimentaire étaient vraiment à l'entrecroisement d'une question écolo qui était celle du gaspillage alimentaire et d'une question de justice sociale qui était celle d'un accès à l'alimentation, quoi. Et ça, en fait, on a pu le creuser seulement par un accompagnement personnalisé assez long parce que c'est pas ça qui venait en premier lieu, quoi. Et donc, on lui a proposé de faire une mission avec les Moissons Solidaires, qui est une asso qui collecte les invendus alimentaires pour organiser des maraudes. Et c'est finalement dans cette association-là qu'il s'est retrouvé le plus aligné, en fait, en termes de valeurs, parce que justement, ça combinait les deux, quoi. Un deuxième frein qu'on a identifié, c'est la culpabilisation face aux normes écologiques et puis le sentiment d'impuissance qui peut découler de ça. C'est l'idée que, alors ça aussi ça a été dit, hein, que les questions écolo, on peut très vite basculer sur un discours très moralisateur, très culpabilisateur sur des gestes individuels, en fait, sur des modes de vie individuels. Mais en fait, il y a un certain nombre de personnes qui adhèrent très fortement à ce discours-là, qui ont envie en fait de se conformer à ces normes-là et effectivement de réduire leur empreinte écologique par une conversion de leur mode de vie. Le souci, c'est que ces normes-là parfois deviennent tellement présentes et tellement inatteignables que ça crée un sentiment de dissonance en fait entre l'objectif que les personnes se donnent en termes de réduction de l'impact de leur mode de vie et puis ce qu'elles arrivent concrètement à faire, quoi. Et en fait, ce sentiment de dissonance, ben, il peut être très compliqué à vivre et générer une forme d'inhibition, une forme de sentiment d'impuissance et en fait, d'avoir le sentiment de jamais en faire assez, quoi. Que ce qu'on fait n'est jamais suffisant et donc finalement, ça finit par une démotivation vis-à-vis de l'engagement citoyen écolo. Alors là aussi, je vous donne un exemple pour être un petit peu plus concrète. Donc là, je pense au parcours d'engagement de Florian, qui est pharmacien, plutôt très engagé, parce que président d'une asso de jardins partagés. Euh, et qui voilà, avait un sentiment de responsabilité individuelle très fort, qui souhaitait mettre en œuvre dans des actions, dans des actions à la fois collectives du côté de son jardin partagé, mais aussi au quotidien chez lui. Et puis bah, qui ressentait voilà, une forme d'écart entre ses valeurs et son quotidien, et puis même une forme de dévalorisation de la part de son entourage, parce que finalement, il était perçu comme l'écolo de service un peu pénible, quoi, finalement. Et donc, il faut aussi avoir en tête que alors, il y a toute une littérature qui est très juste hein, sur le fait que les classes dominantes peuvent retrouver une forme de valorisation sociale à suivre les normes écolo, à se dire les bons citoyens, les bons écolos. Mais en fait, on a aussi l'inverse. On a aussi des exemples de personnes qui se sentent très forcément à l'écart dans leur entourage proche ou professionnel vis-à-vis de cet engagement-là, quoi. Et donc, finalement, Éco-
accélérer un petit Pardon, peu si on veut avoir un petit peu de temps pour de temps de échanger. question. Ça Hein, marche. parce que là, tous vos constats sont hyper intéressants et ils résonnent de manière évidente avec les constats des orateurs qui vous ont précédés. Donc, moi, ce qui m'anime, et c'est vrai que c'est un sujet très difficile, c'est euh, avoir quelques éléments, vous les avez déjà les uns et les autres injectés dans le débat, concrets pour que on puisse inciter nos bénévoles à se saisir de ces sujets. Et pour le moment, moi, force est de constater que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a, je dirais, finalement un consensus assez partagé sur le changement climatique, sur le fait qu'il faut changer de système parce que comme ça, on n'y arrivera pas à court terme. Mais moi, je sens chez nos bénévoles, euh, par moment, soit un peu de défaitisme à l'avance, soit une incapacité eu égard à nos forces actuelles militantes à se saisir de ces nouveaux objets, de ces nouveaux challenges, et donc du coup à rester sur des sujets sur lesquels je dirais, on a l'expertise, on a la reconnaissance, on a l'historique, mais là, tout ce que vous décrivez les uns et les autres, c'est terriblement complexe, c'est chronophage, ça demande des allers-retours, des avancées, des reculs, et moi j'ai besoin, je sais qu'on ne peut pas tout attendre des outils, mais vraiment de deux, trois cas concrets. On a tiré un peu le fil de l'alimentation, là tout à l'heure, des jardins partagés, du travail avec des collectivités. Voilà, tout ce que vous dites là, la culpabilisation, la technicisation, on est sur les freins, les obstacles, mais on est en appétit, en attente d'éléments concrets pour essayer de casser le mur et aller à la rencontre avec d'autres partenaires associatifs, avec, on l'a évoqué tout à l'heure, les centres sociaux ou les maisons de quartier qui sont des lieux qui favorisent ces rencontres. Et parce que, voilà, il nous faut absolument aller plus loin, même si euh, les, 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 les rendez-vous seront forcément un peu hypothétiques au début. Mais voilà, on est en appétit d'éléments très concrets sur comment avancer. Je Alors, m'excuse de. Voilà, je vais aller sur les leviers. Du coup, voilà, je passe sur les deux autres freins. Donc sur les leviers qu'on a identifiés dans ce projet, alors vous en retrouverez certains qui ont déjà été évoqués, hein, mais il y a cette idée de revaloriser les parcours de vie, donc de partir des parcours de vie des personnes. Donc là, c'est les deux exemples que je développais tout à l'heure, hein. Partir du fait que Souleymane, en fait, il a eu une expérience en Guinée qui l'a mené vers cette envie d'engagement. Donc partir de là, du savoir-faire et des motivations qu'il a développées dans son parcours de vie. Florian, c'est pareil, en fait, essayer de le replacer dans son métier de pharmacien et de voir comment cet engagement écologiste, il peut s'incarner dans son métier de pharmacien au quotidien. Donc ça, c'est ce que l'accompagnement a permis de faire. La diversité des manières d'agir, donc là, quelque chose qu'on travaille beaucoup chez Asteria, c'est l'idée que le bénévolat, c'est pas seulement voilà, 2 heures par semaine régulières à proposer au sein d'une association, mais qu'il y a plein de manières de s'engager, informelles et formelles, de façon écolo déclarée, officialisée, en se disant écolo, mais aussi en mettant la dimension écolo en sourdine. Donc ça, c'est un peu ce que disait Julien sur le fait que peut-être on n'a pas besoin de ce mot-là pour s'engager pour l'écologie, que ça peut être un engagement dans sa sphère personnelle, dans sa sphère professionnelle ou dans la sphère associative. Voilà, donc une diversité de manières de s'engager pour l'écologie. Euh, un troisième levier qu'on a identifié, c'est celui d'une écologie ordinaire. Donc ça, je vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment cette idée d'entremêler questions sociales et questions environnementales et montrer, je le disais à travers la question alimentaire, hein, que gaspillage alimentaire et accès à une alimentation sociale, en fait, ça peut être un engagement qui va de pair. Euh,
Et puis, la question de l'aiguillage, donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup à travers la portée de la méthode d'accompagnement, mais c'est l'idée d'identifier des missions qui sont portes d'entrée. C'est-à-dire pas proposer directement aux personnes de rejoindre une lutte de 20 ans qui demande des compétences techniques importantes et un réseau auprès des pouvoirs publics, par exemple, important, mais identifier dans chaque action associative qu'on porte, des missions qui sont particulièrement mobilisatrices et qui peuvent être appréhendées par quelqu'un qui ne connaît pas l'association, qui n'a pas forcément de culture, la culture militante de l'association, qui partage pas forcément ces mêmes référentiels, mais qui peut néanmoins passer par l'action, passer par le faire assez vite et ensuite monter les échelons jusqu'au cœur de l'association et des missions les plus complexes ou qui demandent le plus de responsabilités. Donc cette idée de porte d'entrée qui permet ensuite d'accéder au cœur de l'association. Alors, enfin, du coup, nous, ce qu'on a, enfin, comment on a rebondi après ce projet de recherche au sein d'Asteria, c'est quand même que on a identifié des limites de notre accompagnement. La première, c'est que notre accompagnement, il était d'abord centré sur l'individu, donc centré sur la personne. Et en fait, on a identifié que dans les associations, il y avait aussi des freins à l'engagement. C'est-à-dire que on pouvait amener la personne à dépasser les freins à l'engagement qu'elle rencontrait, mais derrière, il fallait que les structures qui accueillent les bénévoles puissent être elles aussi formées à la mobilisation inclusive dans les associations. Et donc, on a monté une formation à la mobilisation inclusive qui dure une journée et qu'on propose aux associations dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, ça, c'est pour les associations qui ont des salariés, c'est pris en charge par la formation professionnelle. Et puis pour les associations entièrement bénévoles, voilà, on l'a aussi fait. On trouve d'autres moyens de le financer. Mais on a voilà, cette formation qui permet de passer à l'échelon associatif, de ne pas rester seulement sur lever les freins chez la personne, mais d'essayer de voir comment ces freins ils peuvent être levés à l'échelle des associations. Et puis, il y avait l'envie aussi d'accompagner les collectifs engagés sur les questions écolo. Et donc, euh, on a mené un deuxième projet de recherche-action après ça qui s'appelle Agir pour des communautés écologiques et solidaires, où en fait, on propose un accompagnement collectif. Donc là, on l'a proposé à 3 collectifs du 18e. Et on le poursuit dans différents arrondissements de Paris à partir de maintenant, où l'idée, c'est de nouer cette relation d'accompagnement direct avec des collectifs citoyens qui s'engagent sur, en général, un enjeu assez concret, assez local et assez précis. Pour vous donner un exemple, on est engagé avec un collectif qui traite de la question de la vente à la sauvette à la Porte Montmartre à Paris. Et on essaye de voir comment cette question-là, très concrète, de cadre de vie dans le quartier, elle peut faire l'objet d'un parcours de politisation et mener à un engagement écolo et solidaire. Donc ce dernier projet dont je vous parlais, il s'appelle Communauté résiliente. Donc l'idée, c'est de passer à l'échelle de la communauté, de voir comment est-ce que par un accompagnement collectif, on peut construire et consolider des collectifs dans chaque quartier qui se saisit à la fois des enjeux écolos et des enjeux sociaux dans un contexte donné. Et donc, ouais, enfin, nous, la conclusion qu'on a tirée de ça, hein, c'est effectivement pas forcément parler de transition écologique et sociale tout de suite, mais en tout cas se dire que cette association des deux, eh ben, elle permet à partir d'un sujet très concret qui concerne les personnes, que ce soit un jardin partagé, la question des déchets dans l'espace public, la question du logement pour un autre collectif qu'on suit dans le 13e, tirer en fait les fils des questions de justice sociale et des questions d'écologie et de transition écologique. Euh, Moi, j'aimerais bien que nos collègues qui nous écoutent, qui participent aux travaux du groupe Écologie populaire, puissent réagir, parce que là, moi, je vous remercie les uns et les autres de vos témoignages qui sont étayés par des recherches-actions, par vos pratiques, et qui sont tous convergents. Moi, j'ai bien entendu à la fois vos constats sur le consensus euh,
et la prise de conscience, mais aussi, je dirais, le fait que les gens se trouvent, c'est loin de leur vie quotidienne et que c'est compliqué de s'engager. Et j'ai bien entendu aussi tous tous vos constats sur la culpabilisation, sur à éviter, sur le vocabulaire trop techno, sur le manque de lisibilité du monde associatif. Mais je voudrais qu'il y ait des réactions de nos collègues bénévoles dans nos associations pour voir comment ils se saisissent de vos constats et s'ils considèrent que c'est vraiment trop loin de nos capacités militantes ou de nos possibilités de travailler avec d'autres. On insiste beaucoup cette année sur le fait qu'il faut nouer des contacts avec des associations qui sont plus elles-mêmes en contact quotidien avec ces publics. Et là, on a des difficultés au-delà d'un certain nombre de collègues qui sur Bondy, qui sur la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Donc, j'aimerais bien qu'avant de terminer notre visio, il y ait quelques échanges et des questions. Je ne sais pas si Jean-François Dupont, tu es là, tu nous écoutes, et Christine, voilà, puisque ce sont nos collègues et du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne et qui sont intéressés par cette thématique. Christine, vas-y. Oui, merci. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne pas. Je sais pas si vous me voyez, mais non. Pas, mais on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez? Alors, oui, bah, je voulais vous remercier parce qu'en effet, je pense que du côté des associations, on n'est pas très outillé pour accueillir. On a un vrai problème d'accueil, et en tout cas pour les associations de lutte contre des projets écocides, etc. C'est un peu compliqué d'accueillir du monde, même si on a vraiment un grand besoin de bénévoles, mais par contre, au point de vue de l'accueil, on n'est pas fort du tout. Donc, je vois qu'il y a des possibilités de formation. Peut-être qu'on peut essayer de voir comment être mieux formé. Moi, j'avais déjà le constat en tête que les formules abstraites, c'était pas comme ça qu'on allait capter les publics plus éloignés. Et d'ailleurs, on avait expérimenté avec le collectif des associations citoyennes ce mode alors je sais plus comment ça s'appelle, ce mode d'empouvoirment où à partir d'un problème d'ascenseur, etc., on arrive à fédérer toute une petite communauté sur un sujet très très pointu et puis ensuite on l'élargit à la vie collective et donc ça fonctionne assez bien. Mais on a vraiment une difficulté d'organisation et de structuration pour accueillir, alors qu'on a d'énormes besoins de bénévoles. Et je sais qu'il y a une demande, en effet. Mais là, j'avoue que c'est vraiment le mea culpa. Et donc, si vous avez si vous êtes en capacité de nous aider, les uns et les autres, je suis très intéressée. Et bien sûr, on veut changer le monde et ça commence par changer la vie des gens, un par un. Jean-François, est-ce que tu peux dire quelque chose aussi pour qu'on ait des collègues à la fois de la première couronne et de la deuxième couronne? Je ne sais pas si tu es là, Jean-François. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y, vas-y. Et après, Léa répondra. Oui, vas-y. Bonjour, je prends le train en route hein, parce que j'ai eu des problèmes techniques et de retard pour pouvoir assister au début. J'ai vu que la dernière et puis un petit bout de la précédente intervention. Je serais intéressé, par exemple, pour avoir des informations de la part des cobules, mais peut-être pas aujourd'hui, hein, sur comment ils s'y prennent pour répondre aux appels d'offres, aux appels à manifestation d'intérêt dont il parlait pour l'animation sur l'alimentation. Par exemple, quelles compétences il faut pour pouvoir rentrer dans ces animations, comment les bénévoles ou les membres de l'association qui interviennent dans ces cadres-là sont formés, par exemple. Bon, je ne demande pas une réponse immédiate, hein, je pose des questions.
Parce que ce que je constate, c'est que souvent, il y a effectivement beaucoup d'activités genre ferme urbaine, jardin partagé, etc., activités d'alimentation positive et ainsi de suite, souvent menées par les collectivités ou les centres sociaux. Et je vois que effectivement, les associations du réseau FNE sont plutôt spectatrices et ne sont pas forcément branchées directement sur ces activités-là, alors qu'il y a peut-être effectivement des rencontres à organiser, une hybridation qui peut se produire dans ce contexte-là. Voilà, donc pour l'accueil, effectivement, bon, bah, en fait, je ne sais pas s'il s'agit surtout vraiment d'accueillir des bénévoles supplémentaires, parce que c'est vrai que ça posera des problèmes à nos associations, nos fédérations qui sont très, très centrées sur le plaidoyer, sur des choses beaucoup plus techniques, etc., qui ne sont pas outillées forcément pour encadrer des bénévoles sur des sujets beaucoup plus pratiques. Quand on sort des activités naturalistes ou biodiversité, on est sur d'autres terrains où on n'est pas forcément capable ou même, enfin, en termes de contenu, mais aussi en termes de force pour pouvoir le faire. Mais néanmoins, les recherches qui sont menées par Asteria m'intéressent aussi, parce qu'on voit bien que il y a pour les fédérations comme la nôtre en Seine-et-Marne, c'est pas évident du tout de se raccrocher comme ça à ces éléments, alors ça ouvre des perspectives très intéressantes. Donc j'aimerais beaucoup en savoir plus sur les recherches, actions, si j'ai bien compris, qui ont été menées par Asteria. Parler. Léa? Oui, ben, enfin, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que enfin, souvent la question de l'accueil et de l'accompagnement des bénévoles en interne, enfin, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est pas une priorité dans plein d'associations, tout simplement parce qu'il y a pas le temps, que la priorité, elle est mise sur les actions de terrain et c'est quelque part bien naturel, quoi. Nous, ce qu'on essaye de porter à Asteria, c'est que même si ça paraît pas être la priorité, en fait, c'est la condition de pérennisation de l'action des associations, quoi. Parce que ce qu'on observe dans tout le monde associatif et pas seulement dans le monde écolo, c'est un essoufflement en fait des personnes militantes. Et donc il y a besoin en fait d'avoir une stratégie de mobilisation des bénévoles en interne pour pouvoir continuer ces actions. Donc c'est effectif, enfin, c'est quelque part c'est un investissement sur l'avenir, quoi. Et je rebondis aussi sur le terme d'accueil parce que c'est vrai que c'est ce terme-là que j'ai utilisé, mais je pense qu'il faut le voir plus largement parce que c'est pas seulement accueillir de nouveaux bénévoles, c'est aussi permettre la montée en charge et la montée en responsabilité des bénévoles qui sont déjà là. Et nous, c'est ce qu'on appelle au sein d'Asteria un parcours d'engagement. Enfin, c'est l'idée de penser un parcours d'engagement au sein de chaque association avec des missions portes d'entrée qui permettent à de nouvelles personnes d'arriver et de les mobiliser, mais aussi avec des missions qui sont intermédiaires et puis des missions cœur qui permettent aux personnes d'aller petit à petit vers un plus grand engagement dans l'association. Et donc, bon, ça, c'est des choses qu'on partage. Je ne vais pas pouvoir les partager en 10 minutes parce que ça fait l'objet d'une formation un peu plus longue, mais en tout cas, c'est cette idée d'aller de l'accueil jusqu'à la pérennisation de l'engagement dans chaque association et puis de prendre le temps, en fait, de structurer ça en se disant que ce temps-là, c'est du temps gagné pour après, pour pouvoir continuer des actions avec des bénévoles qui se sentent accompagnés, en fait, dans leur cheminement de militants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Je ne sais pas, Parizeau ou mes autres collègues qui se sont branchés là, est-ce que vous reconnaissez dans les réactions de Christine et de Jean-François Dupont qui disent besoin de formation, besoin d'accompagnement pour la stratégie de mobilisation des bénévoles? Et puis moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une grande convergence dans vos propos sur des thématiques du quotidien, la santé par l'alimentation, les questions très, très concrètes passant par des liens interpersonnels euh, et parler à partir des lieux de vie, s'ancrer dans le quotidien, outiller le pouvoir d'agir. Moi, j'ai entendu tout ça dans les propos des intervenants. Donc, on a parlé aussi de jardins partagés et de
complexité, mais intérêt de travailler avec les jeunes, notamment avec les collèges, et là, ça passe par les relations avec les collectivités territoriales. Voilà, je trouve il y a quand même il y a un potentiel dans tout ce que vous avez dit qui peut donner des idées à nos collègues. Et donc, moi, je serais très preneur pour ceux qui ont parlé comme Métropop du jeu ou un outil très concret qui peut permettre d'outiller une association qui, avec une association du secteur social, solidarité ou une association de quartier, monter une réunion avec un petit échantillon de gens déjà un petit peu mobilisés pour voir quelle action concrète monter à la sortie. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse disposer à l'issue de cette visio d'une petite boîte à outils qu'on diffuserait auprès de nos collègues pour leur dire, même si vous n'avez pas pu participer à la visio, voilà ce qu'on a entendu et voilà les outils qu'on peut vous proposer et dire à nos collègues qui sont un peu hésitants qu'on peut les aider, y compris financièrement, pour mettre en place une démarche un petit peu innovante, risquée certes, mais il faut sortir du bois. Je crois qu'il faut sortir du bois. Voilà, je vois qu'il y a deux interventions. Vas-y. Thierry. Thierry. Je vais réagir. Parce que, en fait, là, on parle de France Nature Environnement. Moi, j'ai une expérience avec France Nature Environnement, enfin deux, mais notamment une en Normandie, à propos d'un problème d'artificialisation des sols dans une commune qui a tendance à prendre un peu ses aises et construire des lotissements à tout va, détruire des haies. Et c'est vrai que j'ai sollicité France Nature Environnement Normandie. Et donc, bon, là, j'ai quelques échanges, voilà. Mais je trouve que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si vous étiez en train de vouloir entamer une réorientation stratégique de France Nature Environnement, parce que spontanément, moi, France Nature Environnement, j'associe à ce qu'a dit, c'est Jean-François, je crois, qui a dit naturaliste, biodiversité, et puis un organisme qui est dans la lutte. Et donc là, je me dis, est-ce que vous n'auriez pas aussi une demande qui serait plutôt améliorons nos pratiques ou travaillons sur nos pratiques et nos stratégies de lutte? Parce que moi, pour moi, France Nature Environnement, c'est vraiment un acteur important par rapport à des luttes. Alors, j'étais aussi avec des amis dans le Loiret qui travaillent sur la préservation d'une zone humide qui est menacée d'une ZAC, là. Et manifestement, on a vraiment besoin de gens comme enfin, de ceux que j'identifie comme France Nature Environnement avec leur expertise et puis leur puissance et leur renommée, leur réputation pour pouvoir agir dans ce domaine. Après, après moi, je trouve que vous ayez envie de vous rapprocher des actions que l'on mène sur le plan de l'écologie à travers le quotidien qu'on a évoqué, le domaine de l'alimentation et puis l'agriculture urbaine, là, qui est encore, quand même encore assez proche de vos domaines historiques. C'est clair que soit on le fait, on arrive à le faire en lien avec les collectivités locales comme nous on le fait, mais à ce moment-là, on n'est plus dans la lutte, quoi. On est dans une coopération. Je le disais, le président le dit, on est le bras armé des collectivités locales sur un certain nombre de champs. Mais on est dans autre chose, je trouve, enfin, de mon expérience. Voilà. Julien. Oui, je rejoins un petit peu ce que disait Thierry. Il y a des questions à se poser parce que de fait, si l'objectif de FNE, c'est de diversifier, d'élargir son public euh, pour des causes militantes euh, ou les pratiques militantes déjà existantes, bah, comme disait Léa également, l'engagement, il a tendance à se raréfier. Et si la cible, elle est celle que je connais davantage, je connais moins les départements ruraux, mais celle des quartiers populaires, euh, là aussi, l'engagement, il est pas évident. Et il y a un côté donnant-donnant ou gagnant-gagnant dans la capacité des personnes euh, qui ont des parcours personnels ou familiaux
qui sont pas évidents, avec des enjeux de précarité assez forts parfois. Euh, comment, enfin, quel chemin FNE peut-il parcourir pour intégrer à son système de lutte les questions sociales, les questions d'inclusion qui sont prééminents dans les quartiers populaires. Euh, voilà, et du coup, euh, ce que, comme je disais tout à l'heure, euh, vous faisiez écho au jeu Métro Démo. Le jeu Métro Démo, on l'a créé parce que on avait une demande forte de gens qui voulaient agir dans leur quartier au niveau local, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. Mais les premiers pas, en fait, les rudiments de l'action. Donc ça, c'est effectivement un jeu qui fonctionne très bien avec des publics, on l'a testé avec plein de publics très différents, de centres sociaux ou de personnes en situation d'insertion, etc. Mais sur des enjeux qui sont très larges. Alors on pourrait tout à fait imaginer une production qui soit plus tournée vers les questions écologiques. C'est pas le cas aujourd'hui. Notre jeu, il est assez généraliste. On pourrait le penser peut-être différemment. Mais ce qui me paraît important par rapport à vous, en termes de mouvement, c'est que euh, c'est peut-être la condition pour aller chercher de nouveaux militants, que de pouvoir accompagner des personnes qui veulent agir d'abord à une échelle locale avant de penser à d'autres enjeux militants. Et d'autant plus, j'ai envie de dire que vous avez un capital énorme qui est celui, comme disait Thierry, celui de la lutte, celui de savoir combattre et de savoir s'engager dans la durée, en organisant des luttes, en organisant des actions où on se retrouve à plusieurs pour faire poids et pour engager et ferrailler ou engager un rapport de force au niveau local ou au niveau plus global. Voilà, et je trouve que là, il y a peut-être une convergence à trouver entre la manière dont on amène une capacité d'action, hein, toujours cette question dont Léa parlait également, des leviers pour lever les freins et la manière dont on peut aider déjà dans un premier pas à accompagner ce que les gens veulent faire concrètement parce que c'est leurs préoccupations, c'est leurs enjeux et ça rejoint peut-être, il suffit d'aller le chercher, des enjeux plus globaux de justice climatique ou de transition écologique et d'aider à structurer ces luttes-là. Voilà, je me dis que là, il y a sans doute des choses de cet ordre-là. Je ne sais pas si j'ai été complètement clair parce que je, je parlais tout en réfléchissant, mais voilà, c'est ce que je voulais évoquer. Et bien sûr, complètement disposé à continuer à réfléchir avec vous à d'autres modalités pour essayer d'aller sur ce terrain-là. Asteria pour finir. Enfin, Léa. Bonjour. Bonjour, je suis Pierre Barois, on se connaît, on s'est croisés ici et là. Je suis donc un des salariés de l'association Asteria. Je voulais un petit peu compléter ce qui a été dit d'ailleurs, enfin d'abord par Léa, mais aussi peut-être par Julien, sur la question de la euh, d'aller voir, d'aller vers les gens et de pouvoir convaincre et commencer à parler d'écologie, parler des questions voilà, qui nous concernent tous autour de cet écran, qui sont en fait beaucoup liées à du social, mais j'ai envie de dire même à du sociable. Et en fait, ce qu'on fait à Asteria, c'est beaucoup commencer par travailler sur créer de la confiance, créer de la confiance avec des gens, simplement. Léa a parlé tout à l'heure du terrain de recherche autour des vendeurs à la sauvette, qui se fait avec un collectif de femmes dans un quartier politique de la ville qui est la Porte de Montmartre.
et où voilà, beaucoup de ces femmes sont des femmes voilées, d'autres sont des personnes âgées qui ont un niveau de vie assez bas. C'est l'un des quartiers, peut-être même, enfin l'un des quartiers en tout cas les plus pauvres de Paris en termes de niveau de vie. Et en fait, là, on a travaillé 2 ans avec eux, avec elles, beaucoup des femmes. Et en fait, on est là, maintenant, on commence à avoir créé cette confiance qui nous permet de parler à la fois de social pour les vendeurs à la sauvette eux-mêmes, mais aussi du fait que cette vente à la sauvette dans la rue, c'est aussi quelque part du recyclage, donc de l'écologie. Et donc là, on introduit à travers leur quotidien une notion qui est l'écologie, même si on ne parle pas nécessairement d'écologie. Mais en fait, je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait sans qu'on ait vraiment besoin de prononcer des mots, en fait. Voilà, je crois que c'est important de créer cette confiance avec les personnes qu'on veut. Alors, il faut passer par des associations. Je pense que enfin, Ecobull aussi travaille aussi comme ça. Mais il y a cette nécessité on n'est pas, enfin, nous-mêmes, on ne peut pas dire d'où est-ce qu'on vient pour aller dire comment vous devez manger, comment vous devez consommer, comment est-ce que vous devez vous déplacer. Voilà qui on est pour dire tout ça. Par contre, dès qu'on commence à créer une vraie relation, on peut parler incidemment, peut-être aussi des choses, et voilà. Je pense que c'est très important. Merci de ces précisions. Euh, pour répondre à Julien, le début de la réflexion sur l'écologie populaire est venu des interpellations d'une des associations qui est membre de notre conseil d'administration, qui est PicPic Environnement, hein, que vous connaissez tous, caméra très engagée, très percutante, etc. Et, euh, du constat que vraiment en Île-de-France en particulier, il y avait des inégalités environnementales et une injustice sociale qui se croisaient et qui concernaient des territoires bien spécifiques. Et donc, c'est pour ça que nos collègues les plus sensibles ont été et qui ont commencé à réfléchir avec nous là-dessus, ce sont ceux de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de certaines zones aussi du Val d'Oise, hein. Et donc, loin de nous l'idée de changer de pied par rapport à ce que sont nos objectifs prioritaires, mais de même que vous le disiez tout à l'heure, finalement, un certain nombre de nos concitoyens se rendent bien compte que si on ne fait pas évoluer le système politique, on ne résoudra pas ces questions gigantesques d'adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité. Et donc, très, très progressivement et en se heurtant à certaines résistances, on leur a dit, il ne s'agit pas de changer de braquet, il s'agit de s'ouvrir davantage et de travailler avec d'autres pour être plus percutant et pour articuler, faire converger nos luttes. Voilà. Et c'est un travail de longue haleine. Clémentine nous a bien aidés en étant une tête chercheuse et en repérant tous les intervenants que vous étiez là tout à l'heure. On sait que ce n'est qu'un début. On a par ailleurs un travail très intéressant qui est engagé en lien avec la Fondation pour le logement des défavorisés et avec la Fondation pour la nature et l'homme sur comment produire des logements sans artificialiser davantage les sols. Donc, on reste là dans notre rôle, mais moi, je sens la nécessité de faire atterrir un certain nombre d'actions concrètes et d'augmenter, je dirais, l'effort de sensibilisation de nos collègues pour élargir leur champ de vision et leur champ d'action avec d'autres. Voilà, et c'était l'objectif de cette rencontre. Je suis un petit peu désolé qu'il n'y ait pas eu davantage de nos collègues qui sont très pris par des tas d'organisations, de réunions en ce moment au cours de ce printemps, mais je pense que c'était vraiment intéressant et important pour nous de vous connaître, de vous entendre, de commencer le dialogue avec vous et on va continuer. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Merci, Bonsoir à bonne soirée. tous. Merci. Bien.